Bonjour à tous, bienvenue. À peine née, cette association fait parler d'elle, peut-être à cause de la matière à laquelle elle s'intéresse. Le sujet, allais-je dire, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques est au front avec un objectif clair. Mais pour quelle chance? Qui sont ceux qui sont membres de cette association? Ont-ils des objectifs inavoués? Quelle contribution pour la gouvernance actuelle et l'état de droit au Bénin? C'est pour avoir réponse à toutes ces questions que nous avons fait venir pour vous, la présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques, avec Françoise Sossou-Rolonou. Nous aborderons bien d'autres sujets de l'actualité. Françoise Sossou-Rolonou n'était pas toujours devant de l'actualité. Elle est enseignante, professeure des SVT à la retraite, est responsable chargée de l'application et du suivi des normes à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la CSTB, présidente du comité des femmes de la CSTB, CONAF-CSTB, et par ailleurs médiatrice en dialogue et négociation, gestion des conflits. Madame Françoise Sossou-Rolonou, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour Monsieur le journaliste. Avec la dénomination de votre association, on ne s'embarrasse plus sur ses objectifs. Étiez-vous jeudi à la Criette lors du procès de Laurent Métoyon? Tout à fait. On était le jeudi au procès de Monsieur Laurent Métoyon. Donc, étant présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques, nous ne pouvons ne pas y être. Mais j'avoue que nous avons souffert le martyre le jour-là. Ah oui, c'est une présidence à une fonction active, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Vous avez souffert le martyre. On a souffert le martyre. Ça n'a pas été facile. Très tôt, la ville de Porte-Nouveau a été prise d'assaut, où il y a eu des barrages partout. C'est à croire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le pays. On n'a pas compris. Pour avoir accès à la Criette, vraiment, ça n'a pas été facile. Il faut faire passer par des contournements, se soumettre à des questions, pourquoi vous allez exhiber des invitations. C'est à croire que c'est un complot qui se trame de nouveau contre les camarades. On n'a rien compris. Difficilement, certains, dont nous, on a pu avoir à l'accès. Est-ce que ce n'est pas à la salle. Est-ce que ce n'est pas des dispositions particulières de sécurité vu l'enjeu politique? L'enjeu politique, voilà, vous venez de sortir le mot, mais on n'a pas besoin de ça. Puisque les camarades qui se sont déplacés voudraient tout simplement venir apporter leur soutien à leurs camarades. Ils ne sont pas armés, ils n'ont rien sur eux. Ce dispositif-là, moi, je crois que c'est trop. Ça n'en valait pas la peine. Mais néanmoins, quelques-uns ont pu quand même avoir accès à la salle. Dont vous. Dont moi. Un procès qui finalement n'a plus eu lieu. On dit que le barreau aurait écrit donc à la cour pour s'excuser. Comme quoi, les avocats n'étaient pas disponibles ce jour-là, ne pourraient pas être là. Oui, c'est ce qu'on a tous déploré. Parce que c'est un recommencement que nous avons eu droit, à un recommencement que nous avons eu droit ce jour-là. Parce que, qu'ils vous souviennent que lorsqu'on parle de procès, c'est toute une programmation. Dire le jour-là que les barreaux ont écrit, mais la Criette devrait savoir tout ça là et ne pas programmer le procès pour ce jour-là. La torture continue, la guerre psychologique continue sur les camarades. C'est déplorable. On est parti et bon, à un instant à un autre, on vient nous dire bon, que le dossier là ne va pas connaître le jugement aujourd'hui. Bon, il faut renvoyer au 20, vous imaginez, au 20 décembre encore. Pour vous, c'est trop loin? C'est trop loin, c'est trop loin. Puisque c'est les avocats qui ont fait appel. Et dites-vous, hein, c'est les avocats des détenus politiques là qui ont fait appel. Mais que la Criette se saisit de ce dossier-là, nous n'avons rien compris. Est-ce que la Criette se substitue à la cour d'appel ou bien elle est devenue On va revenir à cet aspect. Mais, vous qui étiez à la Criette ce jour-là à Porte-Nouveau, contrairement donc à cette affirmation de ce que les avocats n'étaient pas disponibles, donc la Criette et d'autres institutions judiciaires ne pourront pas fonctionner. On dit que la Criette a bel et bien, après le dossier Laurent Métoyon qui a été renvoyé au 20 décembre, après d'autres dossiers, un dossier notamment. Oui, nous avons appris cela. Parce que, aussitôt après avoir renvoyé le dossier Métoyon et ses co-inculpés
à la date 20, nous on est descendu, on a fait quand même quelques minutes en bas et par la suite on a constaté que d'autres dossiers ont connu le jugement. Ont été appelés. Ont été appelés le jour-là. On n'a rien compris. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est sûr, ils ont renvoyé le dossier Métaillon au 20 décembre. Vous voyez, il y a matière à s'inquiéter. Surtout que c'est un dossier, c'est un jugement qui a été déjà rendu, on les a déjà condamnés à 5 ans. Les avocats ont trouvé que c'est injuste, ils ont fait appel. Nous allons continuer maintenant avec, on va se présenter, on dit, bon, renvoyer à telle date, renvoyer à une date ultérieure. À quand la fin? Oui, mais est-ce que l'argument de ce que le barreau a écrit pour demander que les procès ne puissent se tenir, est-ce que ça ne tombe pas? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi on a pris un dossier après où on a condamné les intéressés à 15 ans de prison ferme? On a condamné qui? Les intéressés, le dossier après celui de Laurent Métaillon. Bon, nous, on n'a pas cherché à savoir, seulement on a déploré le fait qu'on renvoie le dossier Métaillon au 20 décembre. Pendant ce temps, on a pris un autre dossier. L'analyse que nous nous sommes faite à notre niveau, on n'a vu aucun avocat de ces détenus-là. Et nous sommes il avait l'avocat de M. Adegouké qui était là. Ah, bon, il n'y avait pas les autres avocats. Nous, même là, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui croche. C'est la criette qui a convoqué, convoqué les gens pour le 15 passé. Mais si entre-temps, le barreau a écrit, pourquoi ne pas anticiper et dire, bon, au lieu de 15, nous reportons compte tenu de tel argument. Ça n'a pas été dit. On amène les détenus là, les parents et autres sont quittés partout pour venir les soutenir. Et on nous dit, c'est reporté au 20 prochain. Et pour vous, donc, le dossier ou l'aspect politique de ce dossier-là, c'est ce qui l'emporte, vous étiez en train d'insinuer tantôt? Tout à fait. Cette affaire-là, je demande celui qui viendra nous dire que ce n'est pas politique. C'est un dossier purement politique. Vu le déroulement depuis l'arrestation, depuis la remise de la convocation, jusqu'à l'heure, à la date où on les a convoqués, jusqu'au moment où on les a encore envoyés à Misrete et jusqu'à la date du 15, ce dossier-là donne toutes les preuves d'un aspect politique. Personne ne peut nous démentir. Aspect politique, mais il a quand même des faits. On parle donc de corruption. La criette est là pour réprimer, comme sa dénomination l'indique, réprimer les crimes économiques. On est quand même dans le sujet, non? Monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire ceci. Vous savez, Monsieur Laurent Métaillon n'est pas n'importe qui au Bénin. Il a fait ses preuves au ministère des Finances. C'est un haut cadre du ministère des Finances. C'est un administrateur des finances. Il a été, au nom des travailleurs, président du conseil d'administration de la CNSS. Allez interroger ses collègues. Allez parler de Laurent Métaillon au ministère des Finances aujourd'hui. Même les ministres sous lesquels il a servi témoignent de son intégrité. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il a reçu la convocation, il ne s'en est pas arraché les cheveux. Ne se reprochant rien, il est parti lui-même se rendre. Et dites-vous, avant la convocation de M. Laurent Métaillon, je puis vous dire que le Conseil des ministres du 2 novembre 2017 l'a déjà jugé et condamné. Pourquoi je le dis? C'est vrai, c'est la haute magistrature. Mais est-ce qu'il revient à un Conseil de ministres constatant, entre griffes, les malversations d'un citoyen, de juger au palais de la Marina l'individu et de le condamner? Non. Il le jugeait pour avoir cité son nom seulement? Non, ce n'est pas pour avoir cité son nom. Parce que la suite nous a donné raison. C'est le Conseil des ministres du 2 novembre 2017 qui a déjà jugé Laurent Métaillon et le condamné. Bon, est-ce que le premier magistrat doit se saisir de ce dossier? La justice est là pour faire son travail. Et ce n'est qu'après ça que la convocation a été déposée. Il n'était même pas à la maison. La convocation lui a été déposée à la maison. Mais ne se reprochant rien, il est parti se rendre sans l'avoir écouté. J'ajoute, sans l'avoir écouté, on l'a jugé, on l'a condamné. Il est parti se rendre
à la BEF. Et c'est le calvaire, le début du calvaire. De la BEF, on l'envoie à l'OCERTIT. De l'OCERTIT, on le présente au procureur de la République. Des renvois sur des renvois. Des renvois sur des renvois. Mais j'ai assisté à quelques procès. Non, après tout, c'est sur un être humain qu'on agit. Hein. L'être humain est sacré et il a besoin d'être respecté. Mais dans notre pays, on ne constate pas ça malheureusement. Puisque lorsque tous les avocats ont pris la parole à la barre, mais il fallait être là, c'était émouvant pour démontrer que le dossier est vide. Et à partir de cet instant-là, ça veut dire que l'aspect politique est démontré par les hommes de droit. Oh ben, c'est du ressort de l'avocat de défendre son client, de prouver qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien à faire là à ce procès. Mais vous êtes dans le pays comme moi, monsieur le journaliste. Nous avons suivi de très près ce dossier-là et nous continuons de le suivre. L'aspect politique est affirmé, confirmé dans ce dossier. Et nous souhaitons vivement que ce dossier-là connaisse un aboutissement heureux. Affaire politique, en quoi Laurent Métoyon était particulièrement gênant pour le pouvoir? Oui, c'est vous qui le dites. Tout a commencé par des dénonciations. Parce qu'il a osé, comme d'autres, dénoncer la violation des droits de l'homme. Il a osé dénoncer la violation de la Constitution. Et c'est tout son péché mignon. Tous ceux-là qui ont égratigné entre griffes le pouvoir en dénonçant la violation des droits de l'homme. D'autres, les plus courageux, sont déjà sous les verrous. Et ceux qui ne veulent pas aller sous les verrous sont en exil. Ils sont contraints à l'exil. Donc vous ne pouvez pas me démontrer aujourd'hui que le dossier Métoyon n'a rien de politique. C'est un dossier purement politique. Je le confirme. Dans un pays de droit notamment, quand on a affaire, on a maillé à partir, même avec l'État, on s'en remet à la justice aujourd'hui. Il est au niveau de la criette. Pourquoi vous ne devez pas faire confiance simplement et attendre le verdict? Voilà. En d'autres cas, on pouvait faire confiance à la criette. La criette, les géniteurs, je leur demande d'aller se saisir du dossier, du rapport que le collège des avocats a pondu par rapport à la création de la criette. À la naissance, la criette doit connaître la modification de l'article 125, je crois, de la Constitution avant d'être née. Ça n'a pas été fait. Du coup, nous tombons encore sur le coup de la loi. La criette, même ou du moins la loi qui l'institue, a violé déjà la Constitution. Voilà, la loi qui l'institue a bel et bien violé la Constitution. Et quelle crédibilité voulez-vous que nous, citoyens simples, accordons à cette cour-là? Aucune crédibilité, puisque les hommes de droit même le combattent. Les hommes de droit combattent cette cour-là. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent que la criette n'est pas opportune. Mais ce n'est pas possible. Mais plus d'un, les magistrats, les avocats, ils disent que ce n'est pas opportun de créer la criette. Oui, mais où étiez-vous, vous comme les avocats, lorsque cette inopportunité naissait? Où étions-nous? Oui. Mais vous voulez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre qui disait où étiez-vous quand? Non, on était là. Même si mais vous avez laissé faire, vous avez laissé le monstre naître et après vous le commandiez, c'est plus difficile ça, non? Non, on ne peut pas. Même les avocats, est-ce qu'ils ont réussi à empêcher la naissance de la criette? Non, parce que l'être suprême a demandé. L'être suprême, le bon Dieu? Le bon Dieu sur terre a demandé que la criette connaisse le jour. Et puisque c'est le bon Dieu sur terre qui a décidé, tout le monde s'est rangé, la criette est là. Mais je peux vous dire que la criette sera combattue proprement. Pour la simple raison que, au Sénégal, vous n'êtes pas sans savoir que sa sœur, née là-bas, l'a crié, qui a rendu le jugement condamnant le gouvernement sénégalais et Wade. Cette cour-là est décriée aujourd'hui. Elle est en train d'être combattue. Vous faites référence à ce rapport donc, de l'ONU sur la criée. Tout à fait. En prenant même ce rapport, parce que j'ai pris le temps de parcourir ce rapport, je me suis dit, mais je ne méconnais même plus mon pays. J'ai dit, mais où allons-nous avec ça?
avec tant de violations des droits de l'homme, tant de violations de la Cour constitutionnelle qui, en principe, ne doit pas connaître de recours. Ce n'est pas possible ce qui se passe dans ce pays. Et je m'avais vous dit tout de suite que mon comité, le comité que je préside, n'a rien de politique. Je vais vous le dire par la suite. Vous prenez la défense des exilés, des détenus politiques, et vous n'êtes pas politique. Non. Vous savez pourquoi? Dites. Je prends la défense des exilés politiques et des détenus politiques. Parce que, comme on le dit souvent, si votre case prend feu, et si vous ne vous empressez pas d'apporter votre seau d'eau pour éteindre le feu, ça viendra sur votre case. Nous prenons la défense des détenus politiques et des exilés politiques parce qu'on n'a pas vu leur péché mignon. Et quand moi j'ai accepté volontairement prendre la présidence de ce comité, c'est pour cause. Parce que, je vous le dis au passage, je revenais d'une formation sur le dialogue, la négociation et la gestion des conflits, où il a été fortement recommandé l'application de la résolution 1325 pour que les femmes s'impliquent davantage dans l'instauration et le maintien de la paix dans leur pays. Une résolution de l'ONU. Une résolution de l'ONU. Et à partir de ce moment, je rentre dans mon pays. Qu'il vous souvienne que pendant le cycle des élections passées, WANEP Bénin et tout le comité d'orientation de la paix dont je fais partie, nous avons sillonné toute l'étendue du territoire pour inculquer cette notion de paix à la population pour que les élections se passent dans la transparence, dans de bonnes ambiances, dans une ambiance de fête. Et lorsque je suis revenue, j'ai commencé ma tournée pour voir qu'il y a des poches de tension par-ci, par-là. Le président est porté à la Marina, excusez-moi, avec 65% des voix des Béninois. Est-ce que vous, en tant que journaliste, lorsque nous reprenons ces élections aujourd'hui, vous êtes sûr qu'on atteindra au moins 20%? Je ne représente pas l'opinion, malheureusement. Voilà, vous ne représentez pas l'opinion. C'est une question qui nous préoccupe à plus d'un titre. Parce que ces poches de tension qui s'allument de part et d'autre, si nous n'anticipons pas, ce n'est pas seulement aux autres que ça arrive. Ce que nous ne voulons pas qui arrive au Bénin peut arriver. Et c'est pour cette raison que j'ai dit non, il faut commencer à travailler. Il faut amener les gens, rassurer les gens pour leur donner espoir, pour dire non, ça va aller. C'est ce travail-là que j'ai commencé pour constater que les gens se plaignent pour dire mais non, ce qui se passe là, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Mais les droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit bon, nous allons nous rapprocher de Maître Baparapé parce que c'est lui qui est le président des droits de l'homme au Bénin. Et c'est en nous rapprochant de lui qu'il a dit mais oui, une seule hydrotelle ne peut pas faire le printemps. Joignez-vous à nous, puisque du temps du PRPD, il y avait eu un comité pour soutenir les détenus et les exilés politiques. C'est un comité ad hoc. Sa mission finit lorsque les portes des prisons sont ouvertes et que tous les détenus politiques ont retrouvé leur liberté. Les exilés sont rentrés dans le pays. Et c'est de là qu'est née l'idée d'aller à la création d'un comité. Et j'ai accepté volontiers prendre la tête de ce comité. À partir de cet instant, monsieur le journaliste, je ne peux pas vous dire que le comité a quelques bribes de politique. Oui, avant de chercher à savoir qui êtes-vous, qui sont les membres de ce comité-là, est-ce que la naissance en elle-même d'un comité dénommé comité de soutien aux détenus et exilés politiques n'est pas un symbole? Est-ce que ce n'est pas pour exagérer les choses peut-être? Pas du tout, au contraire. Au contraire. C'est pour donner confiance aux parents de ces détenus et exilés, pour dire, parce que c'est un aspect purement humanitaire. Hein. C'est un aspect purement humanitaire. Je vous ai dit tantôt que l'être humain est sacré. Il a besoin d'être respecté. Et nous ne constatons pas ça aujourd'hui, malheureusement. Regardez la façon dont on malmène ces cadres de l'État. Il y en a qui sont admis à la retraite. Il y en a qui sont en fonction. Les adégokés sont encore en fonction. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort-là? On les malmène de gauche à droite. Pourquoi? À cause de leurs opinions politiques, de leurs opinions, alors à cause de leur point de vue. Non, en tant que simple citoyen,
vous avez besoin de vous prononcer sur la gestion de votre pays. Comment vous êtes géré. Et c'est ce que les gens ont fait. Donc, notre naissance, nous, en tant que comité, c'est pour rassurer, apporter notre soutien, tout notre soutien à ces détenus-là qui sont dans les prisons aujourd'hui, qui croupissent dans les prisons, et leur donner espoir pour qu'ils aient le moral haut. Et de l'autre côté, soutenir leurs parents. Quels sont les membres de ce comité? Les membres de ce comité, le comité est un comité ouvert. Vous attendez d'accueillir encore d'autres membres? Et comment, même vous, votre place est réservée, surtout les journalistes. Donc, le comité, pour l'instant, est mis sur pied, a été créé. Il a 5 membres pour le bureau, mais le bureau sera étoffé par d'autres membres. Et déjà, nous avons plein d'adhésions, parce que la cause est noble. Ah bon? Vous avez d'adhésion dans un Bénin attentiste où tout le monde a peur, personne n'ose? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous ne le savez pas. Oh, tout le monde ne peut pas avoir peur. Je vous en prie. En fait, vous êtes né pour casser donc, cette peur, pour briser tout cela. Tout à fait. Nous sommes nés pour casser cette peur parce que à vouloir avoir peur, c'est à vouloir ne rien faire et mourir dans l'anonymat total. Ce n'est pas possible. C'est un autre humain qu'on a élu qui vient nous diriger. Pourquoi avoir peur de lui? Il s'agira de travailler avec lui, de l'aider. C'est pour ça qu'on l'a élu. Mais dire que, bon, on a peur de se cacher, non, ce n'est pas l'objectif du comité. Nous allons rassurer tout le peuple béninois pour leur dire qu'il y a encore espoir dans ce pays. C'est tout ce que nous faisons. Il n'y a rien de politique. Et quel type de soutien allez-vous apporter aux détenus d'abord, puis aux exilés? Par rapport aux détenus, de temps à autre, nous irons leur rendre visite, discuter avec eux, les rassurer pour leur dire que le vent qui souffle là va cesser un jour, où ils retrouveront la porte de la liberté et revenir à leurs parents, à leurs amis, pour travailler au développement de leur pays. Vous allez arranger leur moral? On va arranger leur moral, c'est sûr, ils en ont besoin. Du côté des parents, nous allons rendre compte, nous allons rendre visite aux parents, les soutenir moralement. Pourquoi pas? Bon, il n'y a pas les finances aujourd'hui, mais nous allons leur apporter notre aide sous toutes les formes. Les rassurer que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que temporaire. Nous avons vu plus que ça. Ce n'est pas ça qu'on souhaite, mais on va arranger les choses. Parce que le Bénin, comme je le dis, nous n'avons pas, même si d'autres ont 2 nationalités, pour la majorité, nous n'avons pas 2 nationalités. Nous devons nous battre les mains dans les mains pour sauver cette démocratie, pour sauver notre pays, pour le bien-être de toute la population. Ben, qui dit soutien dit quand même un peu d'argent, un soutien financier. Oui. Où est-ce que vous allez trouver ces ressources? Bon, il y a des gens de bonne volonté qui vont nous soutenir. Même nous qui sommes là. Ça a commencé. Les gens de bonne volonté viennent nous dire, bon, madame, nous vous soutenons, nous sommes avec vous, invitez-nous, voilà ce que nous avons, vous allez acheter. Et le plus grave, monsieur le journaliste, vous savez que le compte de ces détenus politiques sont bloqués. De quoi ils vont vivre? Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que ce n'est pas dans la pratique, lorsqu'on parle donc de crime économique, la première des choses, bien souvent, c'est ça? Mais on parle de crime économique. Les gens ne vont pas vivre, ils ne vont pas survivre. Leur famille. Ça veut dire que lorsqu'on soupçonne quelque chose de vous, on vous met en détention, les enquêtes se poursuivent, on bloque votre compte. En attendant d'y voir clair pour qu'il n'y ait pas d'évasion non plus. S'il devait y avoir évasion. Mais je vous ai dit que M. Laurent s'est rendu lui-même, non? Ne se reprochant rien. Pas d'évasion physique des personnes, évasion de ses ressources financières. Mais chez Laurent Métaillon, le compte a été bloqué depuis le 23 novembre 2017. Mais on aura fini de faire donc les enquêtes pour voir, bon, est-ce qu'il y a eu sur liquidation, est-ce qu'il y a eu ceci, là. Mais ça n'a pas été fait. La famille va se nourrir de quoi? Et lorsque vous prenez un fonctionnaire béninois aujourd'hui, ce n'est pas sa femme, ses enfants. Il y a des marches longues, comme on le dit. Et ce seul salaire, cette seule pension doit nourrir. On ne voit pas ça de près. Non, c'est ahurissant ce qui se passe dans notre pays. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas, en tant que médiatrice, la restauration et le maintien de la paix, je ne peux pas me taire sur ça là, parce que c'est la mission que nous avons reçue depuis Abuja en passant par Accra. Est-ce que les Béninois viennent à vous à découvert sans se cacher, ou il y en a qui se cachent pour vous aider ces détenus à travers vous? Non, il n'y en a pas qui ne se cachent pas. Ils viennent à visage découvert pour dire non, la lutte que vous menez là, c'est noble, c'est notre lutte à nous tous.
venez avec nous. Je leur dis, si vous jugez que c'est une lutte à nous tous, venez. Et ils viennent. Puisque je vous ai dit que, pardon, mais ça n'a rien de politique. Vous avez vu ce qui a conduit à la naissance. Pardon, je suis venue, comme j'ai l'habitude de le faire, avec Wanep Béné, nous avons formé beaucoup de médiatrices dans le pays, dans tous les départements, les médiatrices communautaires. Et leur rôle, c'est même de se dessaisir des conflits latents et d'aller en dialogue avec les deux opposants pour instaurer un dialogue franc, pour ne pas laisser les conflits là surgir, éclater. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous n'avez pas échoué à votre mission? Où étiez-vous lorsque, ces conflits-là, ces personnes, se sont retrouvées dans ces genres d'affaires qui ont sans doute pris à petit feu jusqu'à atteindre ce niveau aujourd'hui? Vous parlez de quel conflit? Ceux-là, ces affaires, ces détenus, ces exilés, qui, n'est-ce pas, le fruit d'une tension, d'une situation anormale. Bon, laissez-moi vous dire, monsieur le ministre, vous avez l'habitude de tirer le verre. Monsieur le journaliste, vous avez l'habitude de tirer le verre du nez des invités. Mais je peux vous rassurer que chez eux, il n'y a pas conflit. Si je veux m'attarder sur le cas de Laurent, il n'y a pas conflit. Parce que Laurent est parti avec une documentation. Leur prouver la vérité de sa gestion. Les gens n'ont pas compris. Est-ce que vous vous imaginez toute la tractation qui a eu lieu depuis le moment où il s'est rendu à la BEF, ensuite à l'Océtite. Et le dimanche qui a suivi, dites-vous, il y a eu une perquisition à son domicile, monsieur le journaliste. On ne peut pas être humilié jusqu'à ce point-là. Un administrateur des finances qui ne peut pas s'acheter une bouteille de vin. Non, c'est humiliant ce qui s'est passé. Et ça continue allègrement. Ce n'est pas possible. On suscite ce peuple-là à une révolte qui ne dit pas son nom. On a perquisitionné chez lui pour ramasser des bouteilles de vin. Là où vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas vous offrir ce plaisir. Moi, je le fais. Des bouteilles de champagne, précisément. Des bouteilles. Ça a un peu plus de valeur que le vin, il paraît. Donc, là où ce monsieur-là, il ne peut pas s'offrir une bouteille de champagne, administrateur de finances, on dit, non, c'est révoltant ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que je dis, moi, je prends la présidence de ce comité pour montrer le danger qu'on court en se taisant, en ne disant rien. Parce que nous sommes là pour la paix. Et lorsqu'il n'y a pas la paix, tout est permis. Et lorsque ça arrive là, c'est les femmes et les enfants qui perdent le lourd tribut. Parce que lorsque ça va péter, vous journalistes, vous n'allez pas dire, madame, ramasse tes affaires, vous allez détaler et laisser votre famille. Advienne que pourra. C'est pour cette raison que dans notre mission, la première mission, c'est le soutien. Puisque c'est un aspect purement humanitaire. C'est un aspect purement humanitaire. Le second aspect, c'est la sensibilisation, le lobbying. Nous avons dans notre plan d'action d'aller voir le président de la République. C'est un humain comme nous. Il est le père de la nation aujourd'hui. C'est nous qui l'avons porté à la marina. Il doit nous écouter. Et s'il ne vous recevait pas, si votre lettre d'audience n'avait pas de suite? Bon, c'est à lui de décider. Mais je suis persuadée qu'il va nous recevoir. Il va nous recevoir. La première dame est une femme comme nous. On ira la voir aussi. Elle va nous recevoir. On va discuter. Trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. Parce que, comme on le dit souvent chez moi, les entrailles de la mère est tellement surchauffées. Mais l'enfant, il vit et naît sain et sauf. Donc, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas baisser les bras avec ce qui se passe là aujourd'hui. Il faut que la paix revienne dans ce pays. Il faut que ces exilés-là reviennent au Bénin. Parce qu'on a besoin d'eux encore. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a commencé par le dossier Laurent Metognon. On a l'impression que ce comité est plus né pour Laurent Metognon. Pas du tout. Pas du tout. Le comité est né pour tous les détenus politiques, monsieur le journaliste. Laurent Metognon est l'un des détenus politiques. Monsieur Adekogué est l'un des détenus politiques. Monsieur Oussayo est l'un des détenus politiques. Tous ceux qui sont là, partis pour l'affaire de la CNSS, sont des détenus politiques. Il y a le député Atao. Vous savez pourquoi Atao est là-bas aujourd'hui, non? Il y a le jeune Korokone.
le jour qu'on reconnaît quel est son péché mignon, on a dit qu'il a été régionaliste. Il ne peut pas parler de sa religion. Mais il faut qu'on arrête, monsieur le journaliste. Vous ne citez pas un. Je ne cite pas un. Il a l'autre nom, par exemple. Il ne mérite pas, il n'est pas détenu politique à ce jour. Mais je vous dis que le comité est là pour porter soutien et assistance à tous ceux-là qui, à un moment donné ou un autre, ont exprimé leur point de vue, leur opinion. C'est tout cela, pour tout cela que nous sommes nés. Et ensuite, en élargissant, nous allons apporter assistance, même à distance, à tous ceux-là qui se trouvent contraints à l'exil aujourd'hui. Justement, mais ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas le même mode opératoire. Comment allez-vous soutenir des exilés? Vous avez les moyens? Le premier moyen, déjà, c'est compatir à ce qui leur arrive. Et savoir que vous existez. Et savoir que nous existons. Nous avons des correspondances en direction de là où ils sont. Parce que, non, je ne sais pas si c'est parce que vous n'êtes pas dans la situation, je ne vous le souhaite pas, que vous ne voyez pas la gravité de ce qui se passe. Je ne vous le souhaite. Mais pourquoi vous dites ça? Moi, je suis là pour poser les questions. Vous êtes là pour poser des questions. Mais ce qui se passe, si je prends le député Djenoté. Valentin Gossou Djenoté. Vous savez qu'il est en exil aujourd'hui, non? Et pourquoi il est parti? Parce que nous sommes partis pour mobiliser tout ce monde-là, pour que la loi, notre constitution ne soit pas modifiée sur un coup de tête. Et il a eu le privilège, je dis bien le privilège, de dépouiller ce document-là. C'est son péché. Oh, mais comment établissez-vous aussi rapidement les causes, les motifs donc, de soit les détentions, soit l'exil? Est-ce que ce n'est pas simpliste? Non, vous ne pouvez pas dire que c'est simpliste. Parce que lorsque vous voyez la situation aujourd'hui, tous ceux qui osent, je dis bien osent égratigner, en parlant de la gestion du pays, ils sont pris dans le cercle des opposants. Mais ce n'est pas parce que je dis, bon, la façon dont je suis gérée, ça ne me plaît pas, il faut ci, il faut ça, que je suis d'office opposant. Mieux, c'est d'ailleurs la façon de dire, je mets le doigt sur cette mauvaise gestion, sur ce qui se passe. C'est la façon d'aider le dirigeant à se corriger, à mieux diriger. C'est plutôt nous qui aidons le président de la République. Vous n'en avez pas idée. Mais si, tel que vous avez fait la démonstration juste là, qu'il n'est pas à même de comprendre les choses comme ça, est-ce que ce n'est pas vain de faire la démarche et d'aller vers lui? C'est pour ça que je dis que notre comité prévoit d'aller voir toutes les institutions, dont le président de la République. On va demander une autre audience en bonne et due forme. À lui de voir son calendrier pour nous inviter. On ira discuter avec lui. Peut-être qu'il est au courant de certains faits. Peut-être il n'est pas au courant. À nous de lui apporter quelques lumières sur certains problèmes que nous vivons. Nous allons discuter avec lui. Notre comité prévoit la visite de toutes ces institutions-là. Est-ce que dans votre agenda, vous avez aussi des actions à l'international, le Bénin n'étant pas, disons, isolé? Oui, le Bénin n'étant pas isolé, nous avons des actions à l'international. Parce que détenus politiques, quand les gens quittent ici, ils vont chercher refuge ailleurs. Mais en étant ailleurs, ils ne peuvent pas vivre dans l'anonymat. Il faut qu'ils se déclarent. Donc, nous avons des actions à l'international. Nous avons les camarades là-bas. Nous allons écrire à l'international pour dire voilà ce qui se passe dans notre pays. À quelle instance, par exemple? Bien, lorsque vous parlez d'instance, il y a le droit de l'homme qui a une assise là-bas. Nous allons les contacter pour dire, évoquer les faits tels que ça se passe. Il n'y a pas tourner autour de pot. On présente les faits tels que ça se passe. Qui n'aime pas la contradiction ne doit pas aimer aussi la mauvaise publicité. Vous n'avez pas peur pour vous-même? La peur réside dans quoi? Puisque je vous ai dit que je suis médiatrice. Je me suis fait connaître par le médiateur de la République en son temps, M. Thévoa Idjiré. Ensuite, par le ministre, l'ancien ministre, Joseph Nyonofou. C'est celui-ci que, de mon retour en septembre dernier, j'étais partie voir les responsables de WANEP et on a fait le programme d'aller les rencontrer.
Moi, j'œuvre pour l'instauration et le maintien de la paix. Oh ben, si les choses fonctionnent telles que vous le dites, vous pouvez être banalement aussi un client de la criette sans rien y chercher, sans rien y avoir. Mais, puisque nous sommes à l'heure de monter des pièces, de monter toutes pièces, de monter des dossiers de toutes pièces là, ils pourront le faire. Sinon, ils ne trouveront rien contre moi. Ils ne trouveront rien. Et c'est pour cette raison que moi, je n'ai pas peur de ce que je fais. Parce que j'avais travaillé avec le haut commissaire à la gouvernance concertée, où on a mis sur pied un comité d'orientation pour la paix. Et je suis membre de ce comité. Vous avez toujours œuvré pour la paix? J'ai toujours œuvré pour la paix. Pour la Journée internationale de la paix, j'ai fait passer une communication déjà par 2 fois à l'hôtel, ce n'est pas à l'hôtel. À Cotonou? Au palais de congrès, oui, à Cotonou. Je suis partie pour une communication. Et là, il m'a invité pour adresser une communication aux étudiants à Calavi sur le rôle des médias dans l'espace estudiantin. Je l'ai fait. On a l'impression que vous êtes né pour la paix, mais votre paix, ou du moins tout ce que vous prenez, ça n'accroche rien. Puisque si on est dans cette situation, vous êtes obligé de former un comité pour soutenir les détenus et exilés. C'est qu'il n'y a pas de paix dans ce pays. Au contraire, c'est ça qui contribue à la paix. Puisque vous êtes là, on est venu arrêter votre frère. Est-ce que vous serez content de celui qui l'a fait? Votre premier... Mais votre dialogue, personne ne l'a écouté, c'est pourquoi il a ça. Comment personne ne l'a écouté? Comment personne ne l'a écouté? Il y a des gens qui écoutent. Vous ne savez pas tout ce qu'on règle comme problème dans le pays, hein, par rapport aux élections passées. Le cycle des élections passées, vous savez tout ce qu'on a fait? C'est nous qui avons animé la chambre de médiation à l'hôtel Azalaï. J'étais avec le général Boni, avec le juriste Prince Abodjan, avec Madame Yankadja et avec la présidente de WADEP, Madame Zossou et autres. C'est nous qui avons animé Batoko. C'est nous qui avons animé la chambre de médiation. Et on était de connivence. On travaillait avec le président de la Sénat, le ministre Tiando. Emmanuel Tiando. Oui, dès qu'on constate qu'il y a quelqu'un quelque part, on l'appelle et il envoie une délégation sur le terrain. C'est comme ça qu'on a conduit les élections jusqu'à la fin. Et vous pensez qu'il n'y a rien qui se fait? Non, monsieur le journaliste, il y a trop de choses qui se font dans ce pays. Et c'est grâce à notre travail que nous faisons. C'est pour cette raison que ce qui se passe et qui monte en flèche là, nous avons l'obligation de nous jeter à l'eau et de commencer à l'étouffer, à les régler pour que notre voix soit entendue, pour que la paix revienne dans ce pays et pour que ces détenus politiques qui sont privés de leur liberté aujourd'hui retrouvent leur liberté. C'est tout notre problème. Quand on entend votre engagement, quand on vous entend parler, est-ce qu'il n'est pas mieux de quitter donc cette position-là de médiatrice, de faiseuse de la paix pour parler ainsi, pour être acteur politique? Est-ce que vous n'avez pas déjà vite franchi la frontière? Quelle frontière? Mais je vais vous dire une chose. Hein. C'est de pure hypocrisie à vouloir dire que je suis apolitique. C'est de pure hypocrisie. Parce que vous avez besoin de puiser dans les eaux du politique pour savoir comment vous êtes géré dans le pays. Non. Qu'il vous souvienne, lorsqu'il y a avancement sur mérite dans ce pays, le gouvernement se dote de tous les moyens, avec tous ses conseillers techniques, financiers, tout, politiques, pour lui apporter l'éclairage nécessaire sur les dossiers. Mais toi, syndicaliste, si tu vas t'asseoir les bras ballants pour dire que tu ne veux rien avoir de politique, mais tu te feras broyer rapidement par cette machine-là. Donc, à vouloir dire, lorsque vous prononcez un tant soit peu sur la gestion de votre pays, vous êtes déjà politique. Mais cultivez-vous. Ce n'est pas parce que je me cultive que je suis forcément politique. Non, je vous ai dit et je répète que ce comité n'a rien de politique. Nous nous battons pour réinstaurer la paix dans le pays, pour que ces détenus politiques soient libérés. Parce qu'on a toujours... Les parents ont besoin d'eux. Surtout les enfants. Nous sommes en pleine année scolaire. Leurs comptes sont bloqués. Il n'y a pas de sous pour la scolarité des enfants. Et vous voulez qu'il y ait paix dans le pays? Non. Mais un comité d'urgence, ça ne peut jamais remplacer les juges qui vont connaître ces dossiers. Et c'est pour cette raison que j'en appelle à la clairvoyance de nos juges, à l'esprit de responsabilité de nos juges. Parce que tout se passe aujourd'hui, mais le citoyen lambda va se dire, bon, si j'ai un problème, je n'irai pas à la justice, hein, je me rends justice, ce qui est interdit.
allons à la vindicte populaire, ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Mais c'est ce que les juges nous amènent à faire, malheureusement. Et c'est pour cette raison-là. Vous pensez qu'ils sont complices des acteurs politiques? Oui, quelque part, il faut avoir le courage de le dire. Parce que tout ce que je vois là, les dossiers qui se présentent à eux là, la façon dont ils gèrent là, moi, ça ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait pas. Les juges en général, ou vous parlez de la Criette encore une fois? Mais de quelques juges et aller à la Criette. Parce que la Criette là, maintenant, on a dit que sa création est inopportune. Et elle existe. On fait appel, la Criette se saisit du dossier. La Criette est-elle devenue une cour d'appel? Vous êtes fonctionnaire à la retraite. Si vous, à l'activité, on vous envoie la Criette, enfin, vous n'êtes pas magistrate, mais si on vous envoie, on envoie le fonctionnaire à la Criette, il fait quoi? Mais, qui va m'envoyer à la Criette? On va me nommer là. Vous êtes en activité, on vous envoie à la Criette. Pour aller faire quoi? Non, je suis en train de donner, vous parlez des juges. Si on envoie un juge à la Criette, il va s'y opposer au nom de quoi, à votre avis? Non, si c'est une nomination, celui qui l'a nommé, et c'est pour cette raison que je m'avais vous dit tout de suite que les juges qui sont envoyés à la Criette sont des missionnaires. Ils sont en mission là-bas. Donc, ils sont redevables de celui qui les a envoyés là-bas. La Criette, aujourd'hui, a tous les... Oui, mais quelle est la preuve que vous tenez qu'ils sont des missionnaires plutôt? Oui, la preuve que j'ai, c'est tout simple. Parce que on dit que le jugement est fait. Les gens sont condamnés. Les avocats ont fait appel. Laissez la cour d'appel poursuivre son travail. La Criette s'en saisit. Pour en faire quoi? Est-elle devenue une cour d'appel? Donc tout ça là montre que, bon, il y a quelque chose qui croche. Il y a quelque chose qui croche. Moi, je voudrais, monsieur le journaliste, que nos institutions soient libres et fonctionnent librement. Est-ce que ce n'est pas discutable lorsque on parle, par exemple, des émoluments des juges à la Criette? Ils prennent plus du double de ce que les juges dans les autres tribunaux ordinaires prennent. Est-ce que ce n'est pas de nature à les rendre indépendants et du pouvoir politique et de ceux-là qui ont peut-être fait même leur promotion à la Criette? C'est vous qui le dites. Mais pour moi, j'ai le sentiment contraire. À les payer doublement, c'est à leur lier les mains davantage. Parce que... C'est pour assurer la mission. Pour assurer la mission. Pour assurer la mission, vous me permettez les yeux fermés. Mais c'est déplorable pour notre pays. C'est déplorable. Parce que les mêmes juges qui ont rendu le verdict ici se retrouvent là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et nous sommes en train d'attendre. Et nous les surveillons. Maintenant, est-ce qu'ils iront au-delà de 5 ans? Non. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Non, rien. Non, moi je souhaite, la Criette là va prononcer la libération de ces gens-là. Soyez-en sûrs. C'est pour ça qu'elle s'est saisie du dossier. Au 20 prochain là, vous allez voir que la Criette a dit, bon, ces détenus politiques là, il n'y a pas de charge contre eux. Nous sommes dimanche, vous êtes en train de faire votre prière, c'est cela? Oui, parce que le dossier là, il est vide, comme l'ont dit les avocats. Les avocats ont dit que le dossier est vide. Le premier convoqué, ne se reprochant rien, s'est rendu avec sa documentation pour se défendre, pour leur montrer clairement comment il a géré. C'est le juge qui dépouille la documentation et qui prend sa décision. Le juge dépouille. Mais si toi, lors de ta gestion, au cours de ta gestion, à la fin de ta gestion, tu ne te reproches rien, bon, tu n'as rien à te reprocher, tu te rends. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, si vous le suivez au barreau, vous allez voir avec quelle aisance il s'exprime, il expose les faits. Il n'y a pas celui-là qui va dire, à moins un politique qui a reçu une mission. Françoise Sossou-Rolonu, vous avez dit ici que, à moins de faire dans l'hypocrisie, on ne peut pas être citoyen, citoyenne, sans pouvoir avoir une opinion politique. Quand on met en place un comité de soutien aux détenus politiques, aux détenus exilés politiques, même sans faire de la politique, c'est d'une manière ou d'une autre l'appréciation de la gouvernance du pouvoir en place. Non, vous pouvez le dire sous cet angle-là, mais fondamentalement, ce n'est pas ça. Parce que quand je prends un simple fait, au péage, nous avons l'habitude de payer 150 francs. Du jour au lendemain, c'est passé à 300 francs. Ça a suscité de grogne au niveau de la population. Vous allez me dire que parce que je suis né, je ne dois pas faire la politique, je ne vais pas m'intéresser à ce qui se passe là.
Je vais interroger les gens. Pourquoi en est-on arrivé là? Si je fais ça, c'est la politique. J'ai besoin de savoir sur quelle base je suis gérée. Comment on me gouverne dans mon pays. Si c'est ça la politique, je suis d'accord. Mais je ne peux pas rester les yeux fermés, les oreilles bouchées pour dire, bon, on me conduit comme une bête de somme, je suis les gens. Non, ce n'est pas possible. Je dois m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays. Si c'est ça la politique, je suis d'accord. Non, ce que je cherchais à savoir, est-ce que la lecture, n'est-ce pas, de cette gouvernance qui s'opère à travers ce pouvoir, le pouvoir donc de Patrice Talon, est-ce qu'elle n'est que mauvaise? Le comité, monsieur le journaliste, n'est pas ici pour apprécier la gouvernance du président de la République. Mais c'est l'expression, c'est une manière d'exprimer une gouvernance, une mauvaise gouvernance du pouvoir. S'il a des détenus politiques, des exilés, ça veut dire que ce n'est pas bon pour un pays, ce n'est pas une bonne image. Pour un pays, ce n'est pas bon. Même à l'international, ce n'est pas bon. Parce que... Mais donc, ce n'est pas des fleurs pour l'auteur. Non, ce n'est pas des fleurs pour l'auteur. Qu'il vous souvienne que... Qu'est-ce qui a conduit à la conférence internationale? C'est les affres du PRPB, non? Vous avez oublié ça? La conférence nationale de 1990. De 1989. Qu'est-ce qui a conduit à la conférence internationale? Parce qu'on était au bout du chaos, au bord du chaos. Où, sous le PRPB, c'était la pluie et le beau temps. On enterrait même des personnes vivantes. On en est déjà là aujourd'hui? Pas encore. C'est pour ne pas en arriver là que le comité est là. Pour rassurer les parents. Parce que la tension monte au niveau de la population et vous n'en avez pas idée. Réunissez toutes les familles de ces détenus. Réunissez toutes les familles de ces exilés. Vous pensez qu'ils vont aborder la gouvernance là de bon cœur? Non. Et c'est ce que nous essayons de leur apporter. N'allez pas à l'extrême. Ça va s'arranger. C'est notre travail, ça. Ne pas conduire les gens à exploser. C'est le travail que l'on fait prioritairement. On ne peut pas dire que tout est rose dans ce pays-là. La détention politique, là, il faut en bannir. Parce que lorsque ça s'est fait sous le PRPB, ça a conduit à la conférence internationale où ces valeureux fils sont dit, plus jamais ça dans ce pays. Ils l'ont proclamé à la conférence nationale. Et le Bénin espérait vraiment de mieux être pour dire, dépassons tout ce qui s'est passé, allons à la rupture. Et 65% ont accordé leur voix pour que le nouveau régime s'installe. Du jour au lendemain, on assiste aux détentions politiques. Les détentions politiques sont réapparues. Les exilés politiques. Et vous pensez qu'on va croiser les bras pour... Mais c'est un recul terrible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Depuis 28 ans, on aura attendu, n'est-ce pas, le régime de Patrice Talon pour mettre en place un comité de soutien aux détenus et aux exilés politiques. Est-ce que c'est le pire des régimes depuis la conférence nationale? Le pire des régimes? Dans quel sens? Oui, parce que vous n'étiez pas né hier sous Boni Yahi, vous n'étiez pas né sous Nicéphore Dieudonné Soglo, encore moins sous Kérékou. Non. J'ai suivi les différents régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. C'est le régime qui a compté plus de détenus, plus d'exilés politiques? Le régime Talon? Oui, je demande. Non, le régime Talon n'a pas connu plus de détenus. Mais si on n'y prend pas garde, ça connaîtra plus. Et c'est pour ne pas aller sur cette pente-là qu'on a commencé à sonner sur la sonnette, à tirer sur la sonnette d'alerte pour dire, pas question qu'on aille jusqu'à ce niveau-là. Vous avez parlé de 28 ans en arrière. C'est un recul. On ne devrait plus jamais connaître dans ce pays les détentions politiques, les exilés politiques. Non, tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour le développement de ce pays. Et c'est pour cette raison qu'on se bat. On invite tout le monde, même les hommes politiques, les hommes du gouvernement, à se joindre à nous pour que ça là ne se poursuive pas, qu'on en arrête, ce fléau-là. Ce n'est pas possible pour nous. Ce n'est pas possible. Tout se tient dans la vie, dans la société. Est-ce que le terrain laissé aujourd'hui, vous êtes une émanation, donc vous-même, personne intuitée, personnelle, Françoise Sossou-Roulonou, vous êtes de la CSTB. Est-ce que le terrain abandonné aujourd'hui par les organisations syndicales, on ne sait plus s'il en existe au Bénin, est-ce que ça ne favorise pas, ce contexte ne favorise pas ce que vous déplorez? Est-ce que vous n'allez pas soutenir encore plus de détenus, plus d'exilés politiques si ça continue comme ça? C'est pour ne pas soutenir plus que nous avons commencé. Nous sommes constitués
et commencer à tirer sur la sonnette d'alerte. Vous venez de dire tantôt que le terrain est favorable, abandonné. Moi, je n'ai pas cette lecture des choses. Il y a les organisations syndicales qui travaillent. Même si d'autres ne sont pas très visibles sur le terrain, les organisations syndicales travaillent sur le terrain. Quel travail faites-vous? C'est vrai, on reconnaît à la CSTB d'avoir fait une sortie la dernière fois de s'être prononcée sur la situation dans l'enseignement. Oui. Mais c'est le dernier écho, un écho attendu depuis longtemps. Écho attendu depuis longtemps. Pourquoi vous êtes pressé? Vous entendrez d'autres échos prochainement. Le terrain n'est pas laissé, le terrain n'est pas vierge. Les gens travaillent. Les gens travaillent. On vous a arraché le droit de grève. On ne nous a pas arraché, monsieur le journaliste. Vous avez 10 jours, ça vous va? Non, non, non. Qui a dit qu'on a 10 jours? Vous avez 10 jours de grève. Non, non, non. C'est ce que dit la loi. Non, la loi a voulu cadrer. On ne peut pas avoir 10 jours de grève. Vous pouvez aller au-delà des 10 jours? La loi a cadré. Vous pouvez aller au-delà des 10 jours? Vous oubliez que le droit de grève, c'est reconnu internationalement. Il y a la Convention 87 reconnue par l'OIT. Oui, mais et que faites-vous Est-ce que c'est la Convention qui vous régit ici ou c'est la loi la loi du Bénin? C'est la loi du Bénin qui nous régit, non? Et vous avez dit qu'on a 10 jours. Mais attendons de voir. Attendons de voir. Vous pensez que la grève là, c'est de gaieté de cœur que les enseignants ou les travailleurs vont en grève. Vous allez au-delà et vous êtes radié. L'autre loi est également là également. Et la radiation, c'est... Monsieur le journaliste, revenons dans notre sujet. Nous ne sommes pas là pour parler de la radiation des travailleurs. Est-ce que tout ne se tient pas? J'avais commencé par là. Oui, est-ce que tout ne se tient pas? Tout se tient. Parce que vous parlez de la gouvernance, non? Oui. Tout se tient, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis au passage que aucun travailleur ne se lève du jour au lendemain pour déclencher un mouvement de grève. Il y a tout un processus à suivre. C'est ce que je vous dis. Mais dans le processus, si vous arrivez à vous entendre, mais pourquoi déclencher un mouvement de grève? C'est harassant lorsque vous déclenchez un mouvement de grève. Parce qu'il faut suivre, il faut aller sur ceci, il faut faire les piquets de grève, il faut faire tout ça là. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les travailleurs déposent leur motion de grève. Je vous assure, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est les gouvernants qui nous contraignent à aller à cette extrémité. Et encore que le droit de grève est reconnu internationalement. C'est ce que je peux vous dire. Et que dites-vous alors de... je disais, tout se tient de la liberté de presse aujourd'hui. Vous étiez à la Criette jeudi. Les journalistes n'ont pas pu accès à l'audience au procès. Je dis encore une fois, est-ce que tout ne se tient pas? Est-ce que votre mission de paix, vous qui semez la paix, vous n'aurez pas dû aller vous battre sur nos terrains? Sur quel terrain? Non, je préfère m'abattre sur ce terrain et remporter la victoire. C'est ça que je vous dis. Rejoignez-vous à nous. Venez vers nous. Venez. On va mener le combat. C'est inadmissible qu'à un procès public, on interdit l'accès au journalisme. Aux journalistes, on a interdit l'accès au soutien, à la population, aux parents de ces détenus-là. Je vous ai dit, c'est anormal. Tout a été militarisé le 15 dernier. Ce n'est pas possible. Les journalistes, on leur a opposé un refus catégorique. Ils ne peuvent pas accéder à la salle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous cache encore? C'est un complot, c'est un procès à huis clos. Je n'ai rien compris moi-même. Il a fallu que je force, que je passe par ici, oh là là, on a souffert pour avoir accès à la salle. Mais tout ça là apporte de l'eau au moulin de nous, population, qui disons que ça ne va pas. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de ces forces de l'ordre. Mais est-ce que c'est le pouvoir qui leur demande tant que ça? Non, quelque part, ils font du zèle, excusez-moi. Puisque c'est un procès ouvert à tout le monde. Et vous barricadez tout. Vous voyez les citoyens qui arrivent, bras ballants, ils n'ont rien. Vous fouillez les sacs, vous ne trouvez rien. Vous demandez une invitation. Une demande. Mais tout ça là pour faire quoi? Invitation à un procès? À un procès. Ils ont demandé une invitation à la délégation de la CSTB. Présentez-nous votre invitation. À un procès. Un procès qui devrait être public. Quel complot ça cache? Et c'est tout ça là qui nous réconforte dans notre position pour dire que le dossier CNSS de Laurent Métoyon, c'est un dossier purement politique. Quand vous faites toute cette description, Madame Françoise Sossoroulonou, est-ce que appeler les gens seulement à adhérer à votre comité, est-ce que ça résoudrait le problème? Ça va résoudre le problème. Ah oui, parce comment? Que ça n'a pas été la première au Bénin. Je vous ai dit
dans l'état noir du PRPB, n'en pouvant plus, les gens ont créé un comité de soutien aux détenus politiques et aux exilés. Mais ça a porté ses fruits. Ça a conduit à la loi d'amnistie, non? Vous n'avez pas suivi ça? Vous pensez que c'est ça seulement qui a été l'œuvre de cette loi à laquelle vous faites référence? Le comité a travaillé d'arrache-pied dans le pays et à l'international. Ça a porté ses fruits. Donc, lorsque, n'en pouvant plus, puisque nous sommes interpellés de gauche à droite, le maître Baparapé aussi est interpellé de toutes parts. Il a dit, mais bon, faites quelque chose, vous aussi. Et nous, bon, allons à la création. Et c'est ce qui a été fait. Nous invitons tout le monde à travailler avec nous. Hein. Et dès qu'on va commencer à rencontrer les institutions, c'est sûr qu'ils vont comprendre ce que nous disons. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les éléments. Vous pensez qu'elles sont pas au Bénin, qu'elles ne comprennent rien juste là? Mais elles sont au Bénin. Peut-être que, je le dis, hein, peut-être qu'il y a certains volets qui les échappent. Et c'est sur ça qu'on va s'éterniser, qu'on va leur expliquer, apporter la lumière sur ces aspects-là. Ils vont comprendre. Mais nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous sommes là pour la paix. Et pour qu'il y ait... Le président est allé en Allemagne, non? Il a demandé à ce que les investisseurs arrivent. Les investisseurs vont arriver dans un pays où la sécurité n'est pas garantie, où le pays est en ébullition, où tout le monde est crispé. Non, les investisseurs ne pourront pas arriver. Je repose la question, qui peut venir à votre comité? Est-ce que les immédiats, est-ce que la vendeuse d'Akassa peut venir? Toute la population béninoise, à commencer par vous. Et pourquoi vous insistez sur ma personne? Oui, les journalistes. J'insiste sur vous parce que vous avez un grand rôle à jouer. Ah ouais? Je suis ici aujourd'hui, non? Vous m'avez invité. On vous a invité. Je vous remercie beaucoup. Continuez. Sans être membre du comité. Et c'est pour ça que je vous remercie. Et je vous demande de vous joindre à nous pour faire le travail, pour faire connaître le comité, pour faire connaître les actions du comité. Partout où nous passons, vous serez à nos côtés. Tout le monde peut adhérer au comité, sans condition particulière. Nous invitons tout le monde. Oui, mais est-ce que quelqu'un qui appartient à un tel comité n'est déjà pas... il ne fait pas office d'un opposant, de quelqu'un qui est contre les actions du gouvernement? Ça également, les Béninois peuvent craindre. C'est leur problème. C'est du gouvernement? C'est une courte de vue. Ceux-là, il y en a qui vont le dire. Mais de la même manière, tenez-vous tranquille. Hein. Il y a beaucoup comme moi qui ont œuvré à l'arrivée du président de la République, qui sont dans le comité avec moi. Mais vous ne savez pas tout ce que moi j'ai enduré pour que ce gouvernement s'installe. Hein. J'ai fait campagne partout. J'ai bravé tout pour qu'il arrive. Si ce n'est pas bon aujourd'hui, on peut vous prendre comme responsable de ce qui est. Oui, et j'assume. J'en assume l'entière responsabilité. Sans regret. Sans regret. Sans aucun regret. Pourquoi? Parce que j'ai vu le danger arriver. Le danger, c'était quoi? Le danger, vous savez comme moi, c'est la recolonisation. C'est le Yovo, vous avez dit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a jamais expérimenté le Yovo? Peut-être le Yovo aurait été meilleur, non? Peut-être, vous avez dit. Mais on n'en avait aucune certitude. Vous avez juré de la dangerosité du Yovo, peut-être? J'ai juré à un moment donné de la dangerosité de Yovo. Et j'ai dit, mettons fin. Je préfère un Béninois. Est-ce que ce danger n'est pas peut-être plus dangereux pour parler ainsi que le Yovo? Non. Ce danger, c'est vous qui le voyez. Non, il est des nôtres. On va se comprendre. Donc le danger qui est noir, même si vous tue, c'est pas grave. Non, il ne va pas nous tuer. Cette émission, c'est aussi avec les auditeurs qui, à l'instant, peuvent nous appeler au numéro qui connaissent le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Nous avons déjà un tout premier auditeur me faire savoir. Edgar Nyakadia, bonjour. Bonjour, Virgile. Bonjour, votre Jean Poton. Jean Poton, oui, allez-y. Oui, bienvenue pour bon retour à toi. Merci. Madame Françoise Holornou, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ce que femme veut, Dieu le veut. Tout à fait. Et à ce titre, je voudrais me permettre de saluer le noble combat que vous avez bien voulu choisir de mener pour soutenir les exilés politiques ainsi que les détenus politiques. Une lutte qui est en parfaite adéquation avec notre Constitution, notamment en son article 16, deuxième alinéa, qui dit « Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ». Fin de citation. Mais lorsque moi je visite l'article 25 qui dit « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ».
il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la Constitution. Première question. Lorsqu'on sait que la criette aussi est une cour qui est créée, je voudrais que vous nous disiez à peu près en quoi la criette constitue-t-elle une atteinte à cette disposition-là. Moi, je découvre plutôt l'atteinte ailleurs. Et je vous invite à répondre à cette question. Deuxième élément, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut rien voir. Dans ces conditions, est-il possible de négocier la paix avec quelqu'un dont la gouvernance se moque essentiellement de la paix? Et troisième question, pour finir, ce que nous vivons aujourd'hui sous la gouvernance de M. Patrice Talon. Vous aviez dit tantôt que à l'issue de la conférence nationale, nous avons dit plus jamais ça au Bénin. Mais voilà que nous le vivons. Vous n'estimez pas que c'est l'une des faiblesses de notre constitution qu'il faille corriger? Je vous rends l'antenne. Bonne journée. Bonne journée à vous, Jean Coton. Nous allons prendre le deuxième auditeur. Bonjour. Monsieur Vigier en français, bonjour. Bonjour. Sylvestre Oloulade. Oui, allez à vos questions, Sylvestre. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, moi je ne peux que vous saluer et vous remercier pour votre lutte. Grand merci à vous, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, il faut des gens comme vous pour nous dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. Vous savez, il y a la peur dans le cœur des Béninois aujourd'hui. La peur, même ceux qui, quand nous appelons les radios, des gens nous appellent pour nous dire non, n'allez pas, on va vous créer des problèmes. Vous voyez, c'est dans le pays que nous sommes. Je ne peux vous remercier, vous saluer. Que vous bénissez, vous protéger. Sylvestre Oloulade. Amen. C'était juste une séance de prière. Le troisième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Vigile. Votre nom, s'il vous plaît. Le jeune médiateur d'Avran-Couk-Bosman, Timothée Doluco. Bienvenue. Je salue votre invité. Merci. Merci beaucoup. J'ai suivi à la lettre votre allocution, madame. Vous déployez assez d'énergie comme le diable dans l'eau bénie. Je suis très content. Alors, permettez-moi de vous demander, madame, on vous a vu dépenser assez d'énergie derrière certains détenus politiques, voyez-vous, comme le cas de Laurent Métoyon. Alors, moi, en tant que quelqu'un sans voix, est-ce que si j'arrive à tomber dans ces genres de pièges, est-ce que vous pourriez, n'est-ce pas, défoncer comme vous êtes en train de le faire? C'est une question, parce que l'on a vu qu'il y a assez de gens qui ont des dossiers vides comme celui de Laurent Métoyon. Mais quelle est l'action que vous êtes en train de mettre sur pied, n'est-ce pas, pour sauver cela? Voilà tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Très bonne émission à vous. Merci bien. Merci. Bon dimanche à vous. Quatrième auditeur, bonjour. Salut, bonjour. Votre nom? Merci à faire votre nom. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je vous salue pour votre bravo, du courage, ça va aller. Merci. Une seule question. Comment voyez-vous l'interdiction des journalistes d'accéder à la criette? Là, le jeudi passé, certains journalistes n'ont pas accès à la salle d'audience. Merci. Merci. Cinquième auditeur, bonjour. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Moi, je m'appelle quelqu'un Robert depuis Faye. Et madame disait tantôt qu'il y avait de pareils comités en temps. Bon, je ne sais pas si c'est un comité. Est-ce qu'elle s'est rapprochée des gens comme Thérèse Ouaoua ou bien essaie pour avoir quelques conseils? Deuxième question. Qu'est-ce qu'il fait pour que les bénévoles de la diaspora soient aussi intéressés par le comité? Troisième question. Qu'est-ce qui est programmé pour moi? Moi, je m'intéresse à ce comité. Qu'est-ce qui nous est réservé pour que nous soyons dans le pain de ce comité? Je vous remercie. Ok. Bonjour. Bonjour, sixième auditeur. Sixième auditeur, vous êtes là, bonjour. Allô? Oui, bon. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Dia Ousmane Hussein.
Soken, vous avez dit? Oui, je suis à Port-Novo. Oui, allez-y. Oui, je salue votre invité. Bonjour. Première question. Madame. Oui, monsieur. Allô? Oui, monsieur, je vous écoute. Ok, madame, avez-vous milité une fois dans un parti politique? Deuxième question. Pensez-vous que le mouvement que vous créez maintenant, est-ce pas parce que vous êtes, parce que vous avez milité pour l'arrivée du pouvoir en place et que vous n'avez pas eu votre part dedans, c'est pour cela que vous êtes fâché et vous avez créé ce mouvement-là juste pour pouvoir leur créer des problèmes. Troisième et dernière question. Quel est l'avenir de ce mouvement? Puisque nous avons vu des mouvements pareils dans ce pays avec la lutte contre la révision de la Constitution. Vous me suivez? Je vous suis très bien. Oui, avec Madame Letia Mabilouni, qui, dans le temps, avait lutté contre la révision de la Constitution, et quand M. Yaïdouni est arrivé, elle a eu sa part, le mouvement a disparu, on ne la voit plus, on n'entend plus. Est-ce que ce n'est pas le même cas maintenant? Quel est l'avenir de votre mouvement? Merci madame, je vous remercie. Du courage à vous. Merci. Nous allons prendre toujours d'autres, le 7e notamment, bonjour. Oui, allô, bonjour. Maintenant, diminuez le volume de votre post-récepteur. C'est fait, oui, maintenant. Oui, c'est Hugues Apovi. Allez-y, monsieur Apovi. Oui, j'appelle depuis Révier. Oui. Oui, au fait, c'est juste pour encourager la dame et lui demander à ce qu'elle puisse... elle a dit tout à l'heure dans ses propos qu'ils sont en train de se dépêcher pour pouvoir voir le chef de l'État. Donc moi, j'appuie à ce qu'ils aillent voir rapidement le chef de l'État pour savoir si vraiment il est vraiment au courant de ce qui se passe. Parce qu'il peut ne pas savoir, comme elle a dit ici. Donc c'est mon appui, ça. Et bonne journée, j'encourage le groupe là. Merci. 8e auditeur. Bonjour. Allô? Oui, c'est une dame. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui. S'il vous plaît, ma question est celle-ci. Votre nom, vous commencez par là, s'il vous plaît. Vous maintenant, c'est professeur Evelyne, depuis Comé. Ok. Qu'en pensez-vous maintenant pour la situation des vacataires de nos jours, qui sont impayés il y a cela 3 mois? Oh. Merci bien. Après, ça nous oblige à passer. Le bien auditeur. Avec le sujet. Oui. Bonjour. Bonjour, votre frère. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, je remercie beaucoup Madame Est-ce que vous pouvez Françoise. nous donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, je vais donner mon nom. Je m'appelle Fouenou Sébastien. Allô? Oui, c'est Fouenou Oui, je Sébastien. m'appelle Fouenou Sébastien. Oui. Je remercie beaucoup Madame Françoise Folonou du courage, merci bien. la peur vaincue par la volonté. La première question que j'aimerais vous poser, par quelle corde voulez-vous aller au firmament et revenir en bas? Si vous pouvez nous donner cette corde et les nœuds qui pourront nouer. Est-ce que vous pouvez être plus précis? On ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Je vous apporte à... Est-ce que vous pouvez être plus précis? Par quelle corde voulez-vous qu'elle aille au firmament? Elle ne comprend pas, moi non plus. Merci. La corde d'abord, c'est les personnalités qui composent cette commission. Et pour aller au firmament, ces personnalités doivent avoir une force qui arrive vers le firmament. Si je dis le firmament, vous connaissez le plus haut. C'est là. Alors là, en bas, il y a la population. Alors donc, vous pouvez aller au firmament. Mais est-ce que vous êtes bien noué du bas? Ces personnes qui composent votre comité. Vous voulez parler Alors, de leur donc, intégrité ou quoi exactement? C'est la peur. Pardon? Ok. Non, madame Roulonou vous comprend, c'est bon. Allô? Oui, votre deuxième question. La deuxième question.
Et il y a le premier auditeur qui a parlé déjà de l'article 5 de la Constitution. Et les avocats, le barreau a parlé de l'article 25 de la Constitution. Dans ces deux articles, qu'est-ce que vous voyez mauvais qui a pu permettre la création de la CREET? Merci. Nous allons quand même prendre un 10e auditeur. Le tout dernier, bonjour. Oui, bonjour Virgile. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Abbas Alatoundé. Je suis actuellement dans la zone de la Brouille, ça je vous le dis franchement. Je suis actuellement au niveau du Bélier. Je suis en train de dépasser le Bélier. Tout à l'heure, j'ai perdu un peu les explications les interventions d'ailleurs. Ouais. Que d'abord, ma première question ira dans... Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, ma première question, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous d'abord de la bruit qui survient depuis près de 2 ans sur cette chaîne qui est écoutée et aimée par les Béninois? Et d'abord, elle n'est pas la seule. Que pensez-vous de ces médias-là qui ne sont pas à mieux de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir bien nous donner les informations à temps et comme cela se doit? Et ma deuxième proposition, je vais faire une proposition. Au lieu que vous demandez une audience chez le président de la République, moi, je souhaiterais que vous demandez d'abord l'audience chez Madame Claudine Talon, que vous allez la voir en tant que femme, la première dame d'ailleurs, et que vous étalez de long en large vos projets et qu'est-ce que vous pensez de la République. Essayez de discuter avec elle, parce que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et je sais qu'elle a le cœur, elle pourra vous écouter et vous faire des propositions pour pouvoir aller voir son mari, qui est d'ailleurs le père de tous les Béninois actuellement. Et ma troisième question pour finir, le PAG est là. Et nous avons de très belles visions du président Patrice Talon dans son PAG. Qu'est-ce que vous pensez de ce PAG-là et quels sont les avantages pour les Béninois actuellement? Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, bonne route, Abbas Alatoundé. Nous revenons dans ce studio, Madame Françoise Sossou-Khoulanou. Je ne sais pas par quelle préoccupation vous commencez. On commence par le premier, non? Allez-y. Donc, le premier intervenant parlait de la création de la CREET. Donc, non, pour parler de la CREET, tout simplement, moi, au départ, je n'y croyais pas. Mais lorsque les avocats se sont prononcés, le collège des avocats s'est prononcé pour dire que c'est inopportun, moi, je me suis saisie du dossier. Le barreau, vous voulez parler du rapport du barreau, voilà. Donc, le rapport dit que la loi a violé la Constitution en son article 125. Et pour que la CREET connaisse le jour, il faut procéder à l'amendement de l'article 125 de la Constitution, ce qui n'a pas été fait. Du coup, on reste dans la violation pour créer la CREET. Si c'est ça, la CREET ça devient un bébé mort-né. Il est né pour connaître le même sort que sa sœur, la criée du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, la criée est née, combattue par les gens là-bas, et a rendu son verdict là, le premier jugement, pour ne citer que cela, le verdict du fils de Wade, de Karim Wade, qu'il a convoqué, qu'il a condamné. Donc, les gens se sont soulevés là-bas pour dire que pas question. Donc, ils se donnent les moyens maintenant pour revenir sur le procès. Et ça devient jurisprudence pour notre pays. Parce que ce qui se passe ailleurs, là-bas, c'est la criée, ici, c'est la CREET. Et c'est me fondant sur ces aspects-là que je me dis que non, la CREET doit être combattue également ici. Surtout que lorsque nous prenons le dossier CNSS, c'est les mêmes juges qui ont rendu le verdict là-bas, qui se retrouvent à la CREET. Comment ça peut se faire? Or, les avocats, après la condamnation des camarades là-bas, ont fait appel. On attendait que la cour d'appel ouvre le dossier et subitement, on dit que c'est la criée qui s'est saisie du dossier. Est-ce que la criée devient la cour d'appel? C'est des questionnements à notre niveau. Du coup, moi, je n'accorde aucune crédibilité à cette cour-là.
Surtout ce qui s'est passé lors du procès de lundi passé. Non, c'est horrible ce à quoi on a assisté. Et c'est pour cette raison que je me dis, la criette comme la criée doivent être combattues. Une question de parenthèse, si le 20 décembre prochain, on vous interdisait l'accès à la criette, qu'est-ce que vous faites? Non, on va constater tout simplement. C'est sur les lieux qu'on va constater et on saura ce qu'on fera le jour-là également. Parce qu'ils sont dans leur posture, hein, puisque je n'arrive pas à m'expliquer, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Un procès public où les gens ont déjà été jugés, condamnés. Le dossier revient ici. Normalement, en appel, ça n'a pas été fait, ça revient à la criette. Mais laissez les gens arriver. Quitte à eux d'aller constater l'exiguïté de la salle. Si c'est de l'exiguïté de la salle qu'ils veulent nous parler, laissez les gens aller. Non, on met des barrières partout. Ça veut dire que ça cache quelque chose. Ce n'est pas bien pour la population que nous représentons. Maintenant, il y a la seconde question qui dit quoi? Est-il possible de négocier la paix avec quelqu'un dont la gouvernance se moque juste là de la paix? Non, c'est nous qui le voyons comme ça. Hein. La paix, c'est un processus continu. On ne doit pas s'en lasser de le dire. Et on ne doit pas s'en lasser de s'investir pour. Non, on peut dire que la gouvernance se moque de la paix. Est-ce que la gouvernance se moque de la paix? Ce n'est pas parce que la gouvernance se moque de la paix qu'on doit croiser les bras pour nous laisser broyer. Nous continuons notre travail et nous estimons que la paix doit revenir pour le bonheur de toute la population. Donc, on a foi à ce que nous faisons. La paix doit revenir. Bon, puisque vous cherchez, je vous aide. Timothée Doliko demandait... Non, par rapport à la paix. Il a dit que la Constitution... Il y a eu violation. Toujours la première question. La première intervention, Jean Coton, qui demandait d'être un peu plus explicite sur les dispositions de la Constitution auxquelles enfreint donc la loi instituant la criette, si j'ai bien compris sa question. Oui, et c'est pour ça que je dis que la loi a violé l'article 125 de la Constitution. Il demandait d'expliquer. Oui, puisque le Collège des avocats ont dit, pour prévoir la création d'une telle cour de répression, il faut procéder à l'abrogation de l'article 125 de la loi. En fait, l'article 125 de la Constitution parle des juridictions, voilà, des conditions de création des juridictions. Des juridictions. Oui, donc, en principe. Voilà, ils n'ont pas respecté ça là. Donc, c'est la violation pure et simple de l'article de la Constitution. Et une fois que la violation est constituée, il faut abroger cet article-là avant de prétendre à la création de la criette, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, lorsqu'il parle de la gouvernance qui se moque de la paix, le seul moyen de parer à toutes ces éventualités-là, c'est d'aller aux États généraux, où tous les composants de la population se retrouvent pour décider du sort du pays. Une conférence nationale bis. Une conférence nationale bis. Là, vous aurez tout le peuple béninois, les représentations, tout le monde va s'asseoir pour définir à nouveau les bases sur lesquelles la gestion du pays doit se poser. Donc, il faut absolument un État généraux. Bien, par rapport à la question qui suit, il parlait d'un dossier propre à lui. Est-ce que je pourrais le défendre comme je suis en train de défendre? Non, ce n'est pas exactement ce qu'il disait. Il dit les anonymes. C'est bien beau, Laurent Métaillon le connaît et il bénéficie de votre grâce, tout comme les autres. Vous avez parlé de Valentin Agassou-Dianotin et autres. Mais est-ce que des anonymes qui sont victimes de la même injustice, et il dit qu'il en a, est-ce qu'ils bénéficieraient de la même attention? Tout à fait. Ils bénéficieront de la même attention du comité. Parce que j'ai dit au départ que le comité est né pour apporter son soutien, son assistance à tous les détenus politiques et aux exilés politiques. Faites-nous parvenir les dossiers. Si nous voyons que c'est une brimade, c'est un détenu politique, le comité se saisit du dossier et se battra pieds et mains pour ces anonymes-là. C'est tout le monde, hein, toutes tendances confondues. Comment appréciez-vous l'interdiction de l'accès aux journalistes de l'audience ce jour-là? Oui,
c'est de l'arbitraire, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas aller au procès et interdire l'accès à une frange de la population qui plus est les journalistes. Donc, on devrait laisser ouvert le champ à tout le monde. Mais les journalistes là, ils ne sont pas armés, non. C'est ce que nous avons déploré. Les gens ne sont pas armés. Ils ont tout au plus leur caméra. Ils sont venus couvrir les images. Non, un procès ne s'enregistre même pas. Voilà. Donc, les gens sont arrivés pour suivre ce qui se passe. Parce qu'ils ont suivi de Cotonou. Ils ont suivi ce qui s'est passé jusqu'à la condamnation. Ils sont venus suivre, comme tout citoyen, vous leur barrez la voie. Vous leur interdisez l'accès à la salle. Donc, ça cache quelque chose. Il y a un non-dit dans ce procès-là. Et ça fait couler beaucoup d'encre, malheureusement. Ça fait couler beaucoup de salive. Donc, ils veulent empêcher le peuple de savoir ce qui se passe, de se prononcer. Mais ça se retourne malheureusement parce que ça alimente les cancans. Donc, ils ne devraient pas empêcher l'accès à la salle, au journalisme, même aux autres citoyens. Robert, quelqu'un qui demandait, est-ce que vous êtes rapproché de vos aînés, c'est pas Thérèse Wanwa? Tout à fait. Tout ce monde-là est dans le comité. Ah ouais? Ils peuvent se tenir tranquilles. Tout ce monde est dans le comité. Et les éléments de la diaspora, comment? Tout à fait. On travaille avec les éléments de la diaspora. Oui, mais sans doute pas encore avec tout le monde. Comment on peut vous joindre? C'est ce qu'ils demandaient, hein, si je me trompe. Nous avons nos contacts. On a envoyé leur un courrier pour leur parler de notre existence. Ils nous ont félicités par un courrier. Bon, on est... Là, vous parlez des exilés politiques? Non, pas les exilés. Ceux-là qui se battent, les Béninois de la diaspora. Ah, d'accord. Oui. Lui dit qu'il est à Ifani, s'il doit faire partie... Non. Il n'a qu'à se tenir tranquille. Hein. C'est sur toute l'étendue du territoire. Nous avons des démembrements partout. Bientôt, nous allons organiser une assemblée générale portée à la connaissance de tout le monde. Et tout le monde viendra à notre assemblée générale et chacun va partir avec une mission précise pour travailler dans sa localité pour que le comité grandisse et mène aisément ses actions pour que ces détenus politiques retrouvent leur liberté et ces exilés reviennent dans leur pays. Biaou Soumanou demandait, est-ce que Françoise Soussou Kholonou a été militante une fois, militante de quel parti politique? Ce n'est pas le plus important. Comment ça? Le plus important, c'est que je défends. Je suis là pour la défense des droits de l'homme. Parce que quand je dis la défense des droits de l'homme, tout le monde sait que je suis une militante de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Et donc, nous avons comme conseiller le Parti communiste qui soutient, qui d'ailleurs a créé la CSTB et pour qui nous travaillons, qui éclaire la CSTB et qui empêche la CSTB d'aller dans le décor. Donc, justement, dans l'opinion, à tort ou à raison, qui dit PCB repousse, et repousse bien souvent beaucoup de Béninois. Oui. Repousse? Oui. Ah bon? C'est l'impression que vous avez? Le PCB repousse les Béninois. Bon, c'est peut-être votre lecture, mais pour notre part, le PCB ne repousse pas les Béninois. Au contraire. Le PCB est un parti politique, un parti opposant. Et c'est au vu et au su de tout le monde. Il y a aussi les autres partis politiques. Mais dire que le PCB repousse, est-ce que les Béninois n'aiment pas adhérer, n'aiment pas les communistes en général? Mais pourquoi vous dites que les Béninois n'aiment pas? Dites, moi je n'aime pas. C'est un constat. Non, si vous dites comme ça, non. À tort, les gens peuvent vous condamner. Dites, moi, je n'aime pas les communistes. Il ne s'agit pas de moi, pourquoi vous dites, vous êtes la bouche de ceux-là? Il n'y a aucun problème avec les communistes. Eh bien, pourquoi vous dites les gens n'aiment pas les Béninois, les communistes? C'est un constat. Un constat. Où ils sont venus se confier à vous pour dire qu'ils n'aiment pas les communistes. Vraiment, vous me faites marrer, quoi. C'est peut-être mieux. Les gens n'aiment pas les communistes. Eh oui, mais ils sont là, incontournables. Autre question, est-ce que... Là, je ne me retrouve Quel pas. est l'avenir de ce mouvement? Oui, l'avenir de votre association. Oui, il faut que les Béninois comprennent. Le comité est né pour une mission ponctuelle. C'est un comité ad hoc.
comme ça a été sous le PRPB. Le comité est né suite à un constat pour régler un problème. Lorsque le comité va finir sa mission, où les prisons vont s'ouvrir pour libérer les détenus politiques, où on ne constatera plus un seul détenu politique en prison, où un seul exilé ne se retrouvera plus en exil, tous ceux-là rentreront dans leur pays. Le comité aura fini sa mission et il disparaîtra. Donc l'avenir du comité dépendra du sort réservé aux détenus politiques et aux exilés politiques. Qui vous souviennent, quand notre président est allé au Vatican, il est allé à Rome. Oui. Donc au Vatican, la radio Vatican lui a posé la question de savoir s'il y a des détenus politiques au Bénin. Il n'a pas pu confirmer. Donc vous êtes né pour apporter cette réponse, vous êtes la réponse. Il n'a pas pu confirmer. Ça veut dire que c'est à dessein. Mon président sait qu'il y a des détenus politiques au Bénin. Il n'a pas accepté au Vatican qu'il y a des détenus politiques. Or, on ne vous pose des questions que sur des questions en débat. Donc les gens nous suivent de l'extérieur. Il faut qu'on soit une autre image à l'international. Moi, je confirme qu'il y a des détenus politiques au Bénin. Si le président n'est pas capable d'affirmer ça là-bas, il n'a qu'à se donner les moyens d'ouvrir les prisons pour que ces détenus-là retrouvent leur liberté. Un point, c'est tout. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu votre part du gâteau? Voilà, de quel cadeau? Vous êtes aujourd'hui opposé au pouvoir? Non. Alors que vous avez participé à l'avènement de ce J'ai participé, corps et âme, de nuit comme de jour, parce que nous avons voulu d'une autre manière de gestion de notre pays. Nous avons œuvré pour l'avènement de ce régime, non pas pour aller prendre notre part du gâteau. Non. Que ce téléspectateur nous en excuse. Ce n'est pas pour prendre notre part du gâteau. Non. C'est pour voir une meilleure gestion de ce pays-là, pour que tout le peuple contribue au développement de ce pays, pour qu'il y ait la paix dans le pays, la santé, l'éducation, pour que tout marche dans le pays. C'est pour ça là que nous avons participé à l'installation de ce gouvernement. Si c'est pour aller prendre notre part du gâteau, pas du tout. On n'en a que faire. Madame Rolonou, je ne vous garantis pas que ce que vous dites actuellement est suivi à Cotonou parce que Soleil FM est brouillé et il est Abbas Olatoundé qui vous demandait de vous prononcer là-dessus. Soleil FM est encore brouillé. Mais pourquoi? Depuis dimanche passé, depuis le passage de Rosine Vieira-Soglou. Bon, c'est ce que je dis. C'est de l'arbitraire qui se passe dans le pays. Mais pourquoi? Parce que Soleil FM ne fait que porter à la connaissance du monde. Vous savez, votre radio est très écoutée et je félicite les professionnels de cette radio. Ce n'est pas possible. Laissez les gens exercer librement leurs fonctions. C'est ça que les gens disent maintenant. Nous nous battons pour tout cela. Et c'est pour cette raison que j'invite les journalistes à venir se joindre à ce comité, une fois encore. Il vous faisait d'ailleurs cette proposition. Allez plutôt voir d'abord Madame Talon avant d'aller voir son mari par la suite. Oui. Mais on n'en a pas retenu comme ça. Mais on a retenu voir toutes les instructions, toutes les autorités de ce pays, même les têtes couronnées, les évêques, tout le monde, voir le président de la République, voir la première dame qui est une femme comme nous. Non, nous pouvons voir dans le comité l'opportunité de voir la première dame avant ou après. La pertinence de cette proposition. Voilà. Votre mot de fin pour mettre un thème à cette émission. Voilà, mon mot de fin. C'est 3 appels que je vais lancer. Le premier appel en direction de vous, les journalistes, un appel pour vous demander à venir vous joindre à notre comité. On a l'impression que ce n'est que ce qui manque au comité. Non, ce n'est pas ce qui manque. Vous allez constater tout à l'heure. Venez à notre comité et venez diffuser largement l'existence, les actions de ce comité-là. Ensuite, le second appel en direction de la population. Vous savez, je vais rappeler une situation de Martin Niemöller, qui fut arrêté en 1937 par les nazis et qui disait, je cite, ils sont venus chercher... On n'aura pas le temps, oui, on connaît bien ça, désolé. Oui, donc lorsqu'il a dit qu'on est venu chercher les communistes, personne n'a rien dit. Je n'ai rien dit. Les syndicalistes, je n'ai rien dit. Les juifs, je n'ai rien dit. Et puis... les catholiques, je n'ai rien dit. Quand son tour est arrivé, il n'y a personne pour protester. Et maintenant, le dernier appel en direction du gouvernement. Que le gouvernement libère les institutions, à commencer par la justice. Que la justice paraisse maintenant plus équitable pour rendre des justices,
pour rendre les justices aux justiciables basées pour condamner des gens sur des preuves. Condamner des gens sur des preuves tangibles. Je vous en supplie. Eh bien, vous n'auriez pas fini, madame. Oui, vraiment. Il me presse de là-bas. Oui, Edgar Yakaya qui assurait donc la technique. Merci en tout cas à chacun. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain. Soleil FM Weekend.